Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle rencontre d'Endroit où aller, où ce soir nous recevons Elisa Rojas pour le livre qu'elle a sorti en novembre dernier qui s'appelle Mister T et moi dans la collection La Belle Étoile aux éditions Marabout. Pour l'interroger ce soir, on part en Suisse et on retrouve Julie Vazard, journaliste au magazine Elle, qui va interroger Elisa. Je vais rappeler à nos amis que tous les replays de ces rencontres ont la possibilité d'avoir un sous-titrage. Ça, c'est très important. Donc, vous retrouverez l'action sous-titrage sur toutes nos vidéos. Celle-ci sera sous-titrée après. Je voudrais aussi rappeler que vous avez la possibilité de poser des questions à Elisa par mon intermédiaire en utilisant le petit onglet Converser. Mesdames, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Merci Nathalie. Bonsoir Elisa. Bonsoir. Je suis ravie de cette rencontre avec vous ce soir à propos de votre livre Mister T. Mais avant de commencer, et peut-être pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, est-ce que vous pourriez en quelques mots vous présenter et nous dire qui vous êtes? Alors, je suis avocate au barreau de Paris. Oui. Je suis aussi une militante, on peut le dire, je crois. Surtout principalement dans le domaine du handicap. Oui. Et je suis aussi féministe, militante féministe. Et puis, il semblerait que je sois autrice aussi, puisque vous avez lu mon premier livre. Donc voilà, maintenant, ça fait toutes ces casquettes-là. Très bien. Alors, vous êtes, vous l'avez dit, une femme engagée, militante, et même si, comme vous le dites, ce livre est votre premier roman, vous n'êtes pas du tout dans vos premiers pas dans l'écriture, parce que vous exprimez depuis longtemps beaucoup sur les réseaux. Vous avez été aussi connue, avez eu les projecteurs sur vous quand vous aviez écrit une tribune qui a été publiée dans Le Monde et au Nouvel Obs sur le Téléthon. Et puis, vous tenez un blog qui s'appelle Aux Marches du Palais. Donc, ça fait pas mal d'écriture. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche pour cette tribune et pour ce blog aussi? La tribune, elle date d'il y a un moment, puisque c'était en 2004. D'accord. Donc, ça commence à devenir quand même très vieux. Donc, la démarche n'était peut-être pas exactement la même, parce que là, c'était vraiment la première fois que je prenais la parole publiquement. Déjà, je n'étais pas certaine d'arriver à faire passer ce qui était un courrier à ce moment-là. D'accord. Qui était destiné d'abord au courrier des lecteurs de Télérama, parce que c'était un courrier de lecteurs que j'aimais beaucoup, que je trouvais extrêmement bien conçu, drôle et intéressant. Et ce qui me plaisait, c'était cette idée aussi que tout le monde, en fait, qu'il y a plein de gens qui écrivent très bien dans leur coin, et dont on pouvait voir les expressions et les courriers sur des sujets extrêmement divers quand ils en avaient envie et que c'était plus fort qu'eux. Du coup, j'aimais bien l'idée, et c'était ma première idée d'essayer de faire publier mon courrier de cette façon-là. Et je voulais, donc je voulais commencer par parler d'une émission qui n'avait pas, à ma connaissance, été critiquée publiquement par une personne concernée. Et c'était vraiment un test. En fait, c'était un peu comme une bouteille à la mer. Je voulais voir si ça passait ou si ça ne passait pas, pour m'indiquer un peu la suite et le chemin à suivre, parce que je me suis dit, si ça passe, comme vous le savez, je crois aux signes. Du coup, pour moi, c'était un signe. Si ça passe, ça veut dire qu'en réalité, il y a des gens qui ont envie de comprendre et qui ont envie qu'on leur dise, qu'on leur tienne un autre discours sur ces questions-là, et notamment sur le handicap. Et peut-être qu'on a tort de s'interdire de l'exprimer en pensant qu'ils ne vont jamais comprendre. Donc, comme j'avais fait des premiers tests à un autre niveau tout petit avec un ami à qui j'écrivais très régulièrement, qui était éloigné de ces questions-là et qui était très intéressé par ce que je racontais, je me suis dit, bon, voilà, c'est l'occasion ou jamais d'essayer de voir si ça peut intéresser d'autres personnes. Et j'ai été évidemment la première étonnée de m'apercevoir que oui, ça a intéressé très rapidement. Au dernier moment, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au lieu de l'envoyer uniquement à Télérama,
Je me suis dit, c'est un petit peu dommage de mettre tous mes œufs dans le même panier. Du coup, je vais faire une liste un peu plus étoffée de rédaction et j'ai eu raison. Et on va commencer, enfin, on va tester, on va commencer comme ça. Et il se trouve que c'est pas, enfin, il se trouve que c'est Le Monde en réalité et le Nouvel Obs qui l'ont publié. Et je savais même pas d'ailleurs qu'il avait été publié 2 fois et que, enfin, j'ai été vraiment extrêmement surprise, agréablement surprise, en fait, de voir que ça intéressait autant les gens. J'en ai reparlé, même si ça date un peu, comme vous l'avez dit, mais parce que je trouve que ça pose bien votre personnalité et en tout cas l'engagement comme vous l'avez initié dès ce moment-là. Et après, les marches du palais, alors, le Là, blog. c'est différent parce que c'était beaucoup plus, c'était juste me créer à un moment où j'avais le temps de le faire, un espace, de parole, sachant que j'ai fait une énorme pause dans cette, entre guillemets, je ne sais pas comment on peut appeler ça, activité militante, parce que c'est allé très vite au début avec le courrier du Téléthon et je ne me sentais pas, forcément préparée à être, un peu projetée sur le devant de la scène, et je considérais ne pas être arrivée au bout de mon projet professionnel qui était quand même le plus important pour moi. Donc je voulais pas me disperser tout de suite et j'avais les idées, moins claires sur ce qu'il fallait mettre en place. Du coup, ben, j'ai débuté dans ma vie professionnelle. Finalement, j'ai été happée par le travail, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Et puis, il y a des événements qui m'ont un peu obligée à remettre les choses en perspective et à hiérarchiser les choses. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai laissé tomber cette activité-là alors qu'elle m'intéressait énormément. Donc, maintenant que je change d'organisation professionnelle, je me donne le temps de faire ce que j'ai envie de faire. Et ça correspondait à la rencontre que j'ai faite de plein d'autres personnes handicapées qui voulaient également s'investir sur les réseaux sociaux. Et voilà, et donc du coup, je me suis dit, bah, c'est vraiment le moment de créer un blog pour moi, déjà. Et puis, si ça intéresse, une fois de plus, d'autres personnes, tant mieux. Et comme je suis nulle en informatique, c'est mon cousin qui me l'a créé et qui m'a tout, voilà, qui m'a tout bien configuré pour que je puisse simplement poster les billets quand j'en avais envie. Alors, en tout cas, moi, j'ai découvert votre blog après avoir lu votre livre et on retrouve votre verve et évidemment les thématiques qui sont dans le livre. Donc, ça donne un autre regard. C'est tout à fait intéressant, je trouve, pour poursuivre sur ce sujet. Alors, pour le livre qui va nous occuper maintenant, il a des allures de feel good, votre livre, par une couverture qui est Mister T avec en costume cravate. Peut-être on peut le montrer pour les auditeurs si vous l'avez tout près. Pour qu'on va... Voilà, donc Mister T et moi. Et puis, il débute par une romance, en fait. Vous y racontez une histoire, mais très vite, on va s'éloigner de la romance pour quelque chose de différent qui vous ressemble. Et vous dites d'ailleurs dans votre livre que tout est politique. Et j'ai trouvé qu'effectivement, votre livre était très politique, très engagé. Mais avant de venir à cet aspect-là, j'aimerais qu'on parle vraiment de votre relation à Mister T. Est-ce que vous pourriez me dire d'abord pour commencer si c'est une histoire totalement inventée, fantasmée ou si Mister T a existé? J'ai jamais caché que c'était une histoire, à mon sens réelle. Oui, Qu'est-ce qui est fantasmé? Il y a forcément une partie qui est fantasmée vu qu'il y a beaucoup de choses qui se passent davantage dans ma tête que dans la réalité. Mais oui, enfin, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. c'est votre J'ai histoire. pris une expérience, concrète et personnelle, réelle, comme je l'ai dit au départ et voilà, j'ai jamais, essayé de faire croire que c'était pas le cas ou que, enfin, moi je voyais pas trop l'intérêt de faire comme si c'était, une histoire fictive, qui me ressemblait un peu mais pas trop. Enfin je D'accord. voyais Non, pas. mais l'idée n'était pas de parler de votre sujet en inventant une histoire complètement. Vous êtes parti de votre expérience. Oui, parce qu'en fait, j'ai la sensation pour le moment, et depuis longtemps que je ne peux pas être plus efficace
en racontant ma propre expérience, ma vie, en fait. J'adore le faire déjà, premièrement. En plus, je trouve que c'est un matériau malléable, en réalité. Je me sens hyper libre par rapport à ça. Je sens sans doute que c'est aussi une façon de prendre le contrôle sur les choses, etc. Mais je suis, voilà, enfin, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, j'adore raconter ma vie, mais j'aime aussi raconter ce que j'ai choisi de raconter. Ça, c'est très, très important pour moi. Ça, c'est de la littérature. Non, mais c'est vraiment, voilà, c'est un exercice qui me plaît. Et du coup, je pense que c'est là où je suis le plus efficace et que je serais beaucoup moins à l'aise et que ce serait probablement beaucoup moins réussi si j'essayais d'inventer totalement quelque chose. J'en serais incapable, je pense. Alors, racontez-nous comment vous avez rencontré Mister T. Comment Oh, ça bah, s'est passé? de façon très banale, c'était un camarade d'université. Enfin, on suivait les mêmes cours, en fait, dans la même université. Donc, sur les bancs de Paris 1. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a plu en lui? Ben, en fait, je ne l'ai pas d'abord vu et après, il m'a tout de suite adressé la parole, ce qui fait que D'accord, j'ai tout de suite eu une vue d'ensemble, on va dire. d'accord. Et j'ai trouvé qu'il avait l'air particulièrement sympathique. Et bien évidemment, en lui parlant, j'ai aussi trouvé qu'il était extrêmement beau, extrêmement attirant. Et je me doutais qu'il devait être nouveau dans l'université puisque je ne l'avais jamais vu, en fait. Donc ça m'intriguait aussi parce que j'avais une bonne vision générale. Je connaissais beaucoup de gens. Enfin, j'ai le Vous étiez en contact. quelle année? Ben, je devais être je pense que je devais être en maîtrise, donc en 4e année de droit, quelque chose comme ça. Ouais. Et, et voilà, enfin, comme je le raconte, enfin, moi, je suis je fonctionne beaucoup au coup de foudre, que ce soit amicalement ou autre. Et je pense que ça relève du coup de foudre, en fait. Enfin, voilà, il m'a tout de suite semblé Vous êtes tombé dans la... extraordinaire. Et je me suis dit, mon Dieu, mais d'où vient-il? Comment ça se fait que je ne l'avais jamais vu? Et voilà. Et après, ça a duré longtemps. Donc, ça a été une attirance mutuelle, en tout cas au départ, pas forcément amoureuse, mais en tout cas, vous avez partagé quelque chose, êtes devenus amis rapidement. Oui, je pense qu'il s'est dit aussi qu'il avait rencontré quelqu'un d'un peu spécial et que, et que voilà, on s'est tout de suite bien entendu, ça c'est certain. Oui. Et vous évoquez à son propos, je crois que vous écrivez que c'est une amie à vous qui a utilisé cette expression, vous parlez d'ascenseur émotionnel avant vos rendez-vous avec lui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Comment ça se passait? Ben, en fait, oui, elle décrivait l'ascenseur émotionnel parce qu'il y avait une phase de montée en quelque sorte d'excitation à l'idée de le voir et puis sans doute aussi qui était nourrie par l'espoir que peut-être il se passerait quelque chose entre nous. Et puis, ça redescendait au sens où forcément c'était suivi d'une déception puisque j'avais toujours la sensation que je n'arrivais pas à dire ce que j'avais envie de dire en fait et que j'arrivais même pas à être moi-même. Et ça, c'était encore plus frustrant. Et donc, je rentrais déçue et triste en ayant la sensation qu'en quelque sorte, à chaque fois que j'avais raté comme un examen, quoi, comme une occasion ou quelque chose de... Enfin, ouais, une occasion de faire avancer la relation sur ce que moi, j'avais envie de vivre et que je parvenais pas à exprimer. Parce que c'était assez compliqué de vous voir. Je comprends qu'il communiquait peu, lui, il téléphonait pas, il répondait pas aux mails. Donc, pour le voir, c'était assez compliqué sans se dévoiler. Voilà, c'est ça, exactement. Parce qu'en fait, moi aussi, je suis comme ça, en fait. C'est ça le D'accord. problème. J'ai du mal à le croire. Oui, bah, en fait, le truc, c'est que j'ai beaucoup de mal à être en demande. D'accord. Et comme lui, il était comme ça aussi, pour moi, évidemment, en plus, compte tenu de la situation et de la charge émotionnelle que ça représentait, déjà d'une façon générale, c'est vrai que je pense que malheureusement, j'appelle peu, je donne peu de nouvelles à mes amis. Donc, je sollicite peu. D'accord. Et du coup, là, c'était moi qui étais obligée d'être dans cette position qui me déplaît fortement et qui me rend hyper malade, malade et mal à l'aise. Donc, je le faisais quand même.
parce que c'était ça où de toute façon ce ne serait jamais vu. Donc voilà, donc je le faisais, mais c'était Difficile. extrêmement difficile en fait. Donc ça me prenait des mois, des semaines, voilà. Et lui, il facilitait pas le truc non plus, hein, parce que donc Vous voilà. avez partagé des moments de grande complicité. Vous les évoquez avec des visites dans des musées, des discussions dans des cafés, et puis des moments plus durs qui sont des disputes que vous évoquez aussi. Et j'imagine que ça a été compliqué à gérer. Oui, je me souviens plus de votre... C'est quoi la question? Ah, mais Excusez-moi. vous avez eu des moments de grande complicité avec Mister T, et puis aussi des moments beaucoup plus durs que vous évoquez dans le livre. Si vous voulez en dire un mot, est-ce que... Je ne saurais pas trop quoi dire de plus que ce que j'ai écrit, mais disons que oui, on s'entendait bien. Je pense qu'intellectuellement, on s'entendait bien. On était d'accord sur énormément de sujets et on voyait sans doute les choses voilà, de façon extrêmement proche. Après, oui, on avait deux fortes personnalités. Et puis, on était dans un rapport ambigu, étrange, où personne ne disait véritablement pourtant, à un moment donné, vous avez choisi de vous déclarer, de faire votre déclaration, comme la chanson de France Gall, hein, ouais. par laquelle vous ouvrez le livre d'ailleurs. On commence par cette déclaration pour revenir ensuite à votre histoire. Pourquoi à un moment donné, vous avez fait le choix de vous déclarer? Qu'est-ce qui a déclenché ce choix? Je sais pas, c'est une bonne question. Bon, de toute façon, j'avais compris au moment de la dispute la plus difficile que là, c'était sans issue. Ça, c'est clair et net que c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait que ça s'arrête. C'est juste que j'étais pas immédiatement après dans les bonnes dispositions pour faire ce que j'avais à faire. Donc, j'ai essayé de je pense que c'est important quand on fait des choses importantes dans la vie d'essayer de réunir les conditions pour que ça se passe du mieux possible. En fait, je pense que Mhm. mentalement, c'est important de se préparer. En tout cas, moi, j'en ai besoin. Et du coup, j'ai attendu d'avoir résolu certaines difficultés personnelles. Enfin, voilà, de pouvoir vraiment prendre le temps, y réfléchir, faire les choses comme j'en avais envie. Mais en même temps, il fallait clairement le faire. De toute façon, je m'étais promis de le faire, en fait, à moi-même dès le premier jour, je m'étais promis de le faire. Je ne pouvais pas imaginer que ça prendrait autant de temps et que je traverserais toutes ces phases-là dont je parle et que j'essaie de décrire. Mais je savais que, enfin, personne ne me croyait d'ailleurs dans mon entourage, mais moi, je savais que je le ferais. C'est juste que je ne trouvais pas la force, je ne trouvais pas la forme, je ne trouvais rien de ce qu'il fallait pour le faire. Et puis, il y a une amie qui m'a fait quelques réflexions qui m'ont aidée. En fait, je me suis dit, bon, voilà, effectivement, c'est comme ça que c'est le plus intelligent d'organiser les choses et je vais le faire comme ça. Et je savais qu'une fois que j'aurais dit ce que j'avais à dire, ce serait fini, en fait. Surtout que j'avais aussi pris la décision qui allait avec, qui était que vraiment, fallait une rupture totale et définitive pour que ça puisse être bénéfique et que je puisse passer à autre chose. Alors, vous commencez effectivement par cet épisode-là dans le livre, et après, vous allez poursuivre parce qu'effectivement, pour arriver à cette déclaration, toute votre relation vous a construite aussi. Donc, on va revenir sur ça par la suite. Vous évoquez aussi dans votre livre une autre relation importante, celle avec C, que vous nommez C, qui est là un coup de foudre, pas amoureux, mais amical. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de lui aussi, parce qu'il a une place importante? Oui, je suis contente que vous en parliez parce qu'on n'en parle pas beaucoup, alors que pour moi, c'est un personnage très important du récit. Et en fait, en l'écrivant, je me suis aperçue à quel point on pouvait faire un jeu de miroir. En fait, il y Ouais. a plusieurs miroirs et en quelque sorte, je suis en miroir déjà avec, Mister T. Du coup, moi, c'est comme ça que je voyais les choses. Et en même temps, eux deux, on peut aussi considérer qu'ils sont en miroir, puisque Mhm. il est quasiment à l'opposé dans beaucoup de comportements, de traits de caractère. Voilà, donc je trouvais important de le décrire pour montrer une autre
type de masculinité Oui. qui, je pense, est plus intéressante. Mais qu'à l'époque, qui me déconcertait parce que c'était pas ce que je voyais justement dans les histoires d'amour, etc., où on nous vend plutôt une personnalité qui ressemble à celle du personnage principal. Du coup, ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait des hommes qui pouvaient se comporter autrement, qu'on valorisait peut-être pas suffisamment ce type de comportement-là, moins dominateur, plus dans l'échange, dans l'écoute, dans le soutien aussi. Oui. C'était quelqu'un qui était d'un très, très grand soutien. Et voilà, et c'est étrange parce qu'aujourd'hui, je m'aperçois et je me rends compte du dommage causé par la façon, parce qu'on nous vend en fait comme type de relation entre hommes et femmes. Et du coup, je voulais qu'on puisse. Moi, à l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais une vingtaine d'années. Par exemple, j'avais plus de mal à me dire que ce qui pouvait se passer entre mon meilleur ami et moi, par exemple, ça pouvait être de l'amour. Parce que pour moi, l'amour, c'était ce que je voyais dans les comédies romantiques ou dans les films, c'est-à-dire quelque chose de difficile avec des obstacles, avec aussi un rapport conflictuel quasiment normal et qui se résout à la fin, bien souvent parce que la femme cède le pouvoir en réalité. Et je trouvais que tout ce qui se passait avec mon meilleur ami était tellement simple. C'était trop simple en fait pour que ce soit de l'amour comme dans les films, quoi. Et je trouve ça assez terrible aujourd'hui d'envisager les choses de cette façon. Alors, la rencontre avec Mister T, vous dites à propos de votre relation qu'il n'y a que dans les films avec Isabelle Adjani ou les livres qu'on meurt d'amour. Dans la vraie vie, on survit et c'est là qu'est le véritable drame. J'ai trouvé ça assez juste. J'ai eu le sentiment en vous lisant que la rencontre avec T et le fait de tomber amoureuse de lui, ça avait plutôt agi comme un révélateur de votre personnalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Pas tellement de ma personnalité parce que j'ai pas, ma personnalité, elle a toujours été comme elle est et j'ai pas eu la sensation de changer de personnalité ou En tout cas, de la façon dont vous vous percevez de votre image. Non, en fait, c'est un révélateur de ce que c'est, de ce que je vivais en tant que femme handicapée. C'est ça, en fait. Ça m'a révélé toutes les difficultés auxquelles on était confrontés. Ça m'a permis de comprendre ce qui se jouait, où étaient les enjeux, quelles étaient les vraies questions qui se posaient. Ça m'a permis en fait, c'était comme un puzzle que j'arrivais pas en fait à terminer ou à assembler. Et cette expérience-là m'a permis d'assembler toutes les pièces et d'avoir enfin le panorama dont j'avais besoin pour aussi savoir ce que j'avais véritablement envie de faire. Puisque en fait, cette expérience, elle m'a surtout appris qu'en réalité, plus que de trouver un homme et de consacrer une partie de ma vie à chercher un homme avec qui partager ma vie, écrire par exemple et travailler sur les questions qui concernent le handicap m'intéresse beaucoup plus, par exemple. Ça, c'est vraiment ce que ça m'a montré, ce que j'avais envie là où j'avais envie de mettre mon énergie, mon temps. C'est plutôt ça. C'est pas tellement la personnalité, je pense, qui a été affectée par l'expérience. C'est vraiment la compréhension du monde qui m'entourait qui a changé. D'accord. Enfin, qui s'est affinée. J'avais déjà des choses en tête, mais c'était pas clair. Et ça m'a obligée à clarifier les choses. Et est-ce que justement le fait d'être plus au clair avec ça a modifié aussi le regard que les autres ont pu porter vers vous? Parce que j'ai eu le sentiment en vous lisant que, pas votre personnalité, mais en tout cas votre attitude avait pu évoluer à ce moment-là par ce révélateur et que du coup, votre relation aux autres aussi était touchée. Oui, parce qu'à partir du moment où vous changez de perspective sur vous-même, je pense que
inévitablement, vous dégagez des choses différentes. Mhm. Et sans le vouloir et sans même vous en apercevoir, ça modifie aussi la façon dont les autres vous envisagent. Ouais, Donc, il y a pas tout, hein, parce que je veux dire, j'ai des amis qui m'ont connue à cette époque-là et ils ont, enfin, je pense pas qu'ils vous diront que j'ai changé. Je suis exactement la même personne. C'est sur des aspects en particulier où le fait de moi-même envisager certaines choses comme des possibilités sont devenues des possibilités aussi aux yeux de ceux qui étaient face à moi, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti les choses. D'accord. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un petit moment sur le format du livre, moi qui m'a interpellée parce que j'ai, comme vous, suivi des études juridiques à Paris 1 et j'ai eu l'impression de lire une plaidoirie un petit peu à certains moments où vous interpellez le lecteur en lui disant cher jury, cher juré, etc. Donc, il y a ce format-là. Puis, on a le sentiment, je ne sais pas si vous l'avez conçu comme ça, de faire un plan en 2 parties, avec une première partie introductive où vous parlez de votre relation avec Mister T, et puis ensuite vous dressez un bilan de votre état émotionnel à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous a conduit à le rencontrer, et ensuite vous ouvrez dans une autre partie, après cette introduction et cette première partie, sur les aspects plus politiques, sur la façon dont la société perçoit le type de relation que peut avoir une personne handicapée avec une personne valide et tout ce que ça implique. Est-ce que c'est comme ça que vous avez conçu votre livre? Alors, est-ce que vous êtes parti sans construire un plan particulier, vous vous êtes lancé en partant de cette histoire comme ça? Ben, je pense que de toute façon, la structure, c'est quelque chose qui m'obsède et qui est très important pour moi. Après, comme la structure, c'est quelque chose voilà, qui est qui a de l'importance et sans doute que j'ai des formations aussi professionnelles vis-à-vis de ça, c'est certain. Oui, bien sûr que c'est quelque chose que j'ai travaillé, mais il y a aussi enfin, ça s'est mis en place de façon aussi très instinctive, en fait. Voilà, ouais, donc c'est difficile de répondre, mais oui, je pense qu'à chaque fois que j'écris quelque chose, je sais que je veux faire quelque chose de structuré, je sais où je veux en venir. Donc, à partir du moment où je sais comment commencer et où je sais comment, voilà, je veux que ça se termine, évidemment, c'est simple. Ensuite, voilà, de compléter. Et puis, le fait que je m'adresse au lecteur, c'est parce que ça me motive, en fait, dans la rédaction, d'avoir l'impression que je suis déjà en train de m'adresser à quelqu'un ou à des gens. Ça me permet de faire davantage de plaisanteries aussi. Oui, c'est vrai. Parce que c'est une... Il y a beaucoup d'humour, on ne l'a pas dit, mais j'allais Ouais, y revenir. donc en fait, le fait de les prendre à partie, comme s'ils me connaissaient, comme si ils On étaient l'a à pas côté fait. de moi Ouais. pendant que je vivais les choses, pour moi, ça rend les choses encore plus drôles. Ça me permet de faire plus de plaisanteries et ça m'amuse beaucoup. C'est vrai que j'avais pas... Oui, il y a la phrase sur les jurés. Bon, ça, c'est pour rire, c'est pour faire des blagues à mes confrères aussi en utilisant le vocabulaire qu'on utilise dans nos écritures. Il y a des moments où il y a des mots qui sont des mots qu'on utilise voilà, dans le cadre de notre métier. Et donc, oui, c'est volontaire et c'est parce que ça me fait rire et je trouve ça drôle. Mais c'est vrai que c'est difficile de savoir. Enfin, là, en tout cas, là, sur ce texte-là, j'ai vraiment eu l'impression que les choses sont venues hyper naturellement. Alors, Et pourquoi avoir choisi d'écrire un roman, d'avoir choisi cette forme-là et pas un essai sur ce sujet-là? Vous auriez pu aussi choisir ça. oui, ça m'est pas du tout venu à l'esprit parce que déjà, j'ai un peu de mal avec tout ce qui est très théorique Mhm. et hermétique. Je dis pas que tous les essais le sont, parce qu'il y a des choses très bien écrites par des gens qui rendent les choses accessibles, etc. Mais ça m'intéressait pas d'aborder ce sujet de cette façon-là, en fait. Et d'une façon générale, c'est pas ce que j'ai vraiment envie d'écrire. Je trouvais Mhm. ça beaucoup plus intéressant qu'il y ait une démonstration sans en avoir l'air. Oui, En fait, c'était ça qui m'intéressait, c'était de détourner les codes de la comédie romantique oui. pour en faire autre chose. J'adore les détournements, c'est un truc qui m'amuse beaucoup aussi.
Et je trouve ça plus intéressant de partir d'une histoire très concrète, voilà, dans laquelle tout le monde peut se reconnaître, Oui, surtout bien avec un sûr. sujet comme celui-là, parce que l'amour, ça traverse tout le monde. Et sans en avoir l'air, d'amener les gens progressivement sur, en réalité, ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire les questions politiques, les questions de fond, mais de façon, voilà, subrepticement, sans que ce soit pénible et douloureux pour eux, qu'ils en arrivent quand même à cette partie importante qui est plus analytique Tout à fait. et voilà, et qui est quand même essentielle à mes yeux. Et ça reste très concret, effectivement, grâce à la Voilà, forme que mais vous la avez forme choisie. légère, j'adore parce que j'en ai besoin aussi. J'aime lire des choses, légères et en fait, dans ce qui est léger, le léger n'est jamais vraiment totalement léger, en réalité. Il y a toujours plus de profondeur que ce qu'on imagine parce que ça fait partie de la vie, en fait. Voilà, on passe par toutes les émotions et cetera et moi, j'avais envie de jouer avec ça, en fait. Alors, il y a quelque chose qui est assez déroutant quand on lit des romans, moins quand on lit des articles juridiques ou des livres juridiques, c'est les notes de bas de page. Parce que là, vous en avez beaucoup et elles sont à la fois, ça rend le propos assez sérieux parce qu'on va dire les notes de bas de page, mais en même temps, c'est un espace aussi assez drôle. Souvent, vous faites part de vos pensées, des petits apartés aussi et ça allège, je trouve, beaucoup de propos. Comment vous les avez conçues, vos notes? Alors, c'est un peu plus fort que moi et puis c'est aussi pour détourner la note de bas de page. Parce que la note de bas de page, en principe, justement, c'est plutôt sur des textes sérieux et Mhm. c'est là pour rappeler on a des sources, on a lu des choses intéressantes, importantes, qu'on fait pas des affirmations gratuites. Donc en général, c'est plutôt pour renvoyer, voilà, vers des choses qui ont été écrites avant, vers des études, vers des statistiques et cetera et du coup, moi, ça m'amuse d'en faire autre chose et de dire: «Ah, vous croyez qu'en fait, c'est pour vous dire que j'ai lu tel truc?» Et en fait, non, c'est juste pour faire une blague que je ne pouvais pas insérer dans le corps du texte, Alors, mais que je ne veux pas mettre à la poubelle. Du coup, je la garde et j'en fais une note de bas de page. C'est comme un bonus, en fait. d'accord. Alors, il y a plein d'endroits où votre livre est rempli d'humour, et pas seulement dans les notes de bas de page. Vous avez des expressions assez croustillantes. J'en ai noté une, par exemple. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Le beurre, l'argent du beurre, la crémière franco-chilienne et la vache normande. Alors, j'ai trouvé que l'ensemble était assez parlant. C'est un livre où on sourit beaucoup, malgré les aspects plus difficiles. Vous faites aussi référence beaucoup à des séries, à des chanteurs populaires, à des musiques. Est-ce que c'est quelque chose qui compte beaucoup pour vous, tout cet aspect culturel? Oui, je voulais que ce soit pop parce que ça correspond à ce que j'aime, à ce que j'aime écouter, à ce que j'aime voir ou lire. Et puis la musique, c'est vraiment quelque chose d'important dans ma vie Oui. parce que j'adore danser, parce que c'est aussi sans doute, ce qui me détend le plus. Du coup, je trouvais ça totalement naturel, qu'il y ait une place importante pour les chansons et pour la musique. Ben, on fredonne en lisant, c'est vrai. Voilà et en fait, ça m'a aussi pas mal aidé à construire, le propos et le récit. Les chansons m'ont aidée, en fait. Parce qu'à chaque, partie, heu, j'avais une chanson en tête et du coup, ça peut paraître étrange, mais ça m'a beaucoup aidé à avancer, en fait. Non, on comprend, il y a pas mal d'auteurs qui ajoutent à leur livre la BO qui les a suivis pendant l'écriture. Donc on comprend tout à fait. Je me demandais aussi si parsemer le livre de ces références à des séries, à des films, à des chansons, c'était pas également un moyen de dédramatiser un petit peu la situation. Non, c'est vraiment pour coller le plus à ma personnalité et à la réalité de ce que j'ai comme, comme référence. Parce qu'en D'accord. réalité, hem, à chaque fois que je cherche une référence, je vais avoir, tout de suite beaucoup plus de choses qui relèvent, de la pop en tête, que d'ouvrages, beaucoup plus sérieux et cetera. Donc non, ça c'est vraiment pour que ça corresponde à mon état d'esprit et à ma personnalité.
Alors, on va aborder les questions qui sont plus politiques dans votre livre. Vous dites que tomber amoureuse d'une personne valide pour une personne handicapée, vous ne le dites pas exactement, mais on comprend que c'est une sorte de transgression. Est-ce que c'est ce que vous estimez? Quelle est la difficulté particulièrement? Alors déjà, je pense, moi, en tout cas, c'est l'analyse que j'en ai actuellement. Déjà, je pense qu'il y a des distinctions à faire en fonction du fait qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. À la fois, on a des problèmes qui sont communs, ça c'est vrai. Et en même temps, il y a un aspect aussi genré Mhm. qui aggrave la situation pour les femmes handicapées, en fait. Donc, je pense que, comme je l'ai dit, en fait, je pense que vraiment, la femme handicapée et l'homme valide représentent une relation qui transgresse en fait les injonctions du patriarcat. Mhm. Là, on le prend vraiment à rebours, quoi. Il n'y a rien qui est logique à ses yeux dans une relation comme celle-là, je pense. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle le validisme pour les personnes non... Qu'est-ce qu'on appelle le validisme? En fait, c'est le système d'oppression qui concerne les personnes handicapées en particulier et qui fait des personnes valides la norme et qui justifie le fait qu'on soit exclu du reste de la société et que tout soit pensé, conçu par les personnes valides pour les personnes valides. Et ça a des implications comme la ségrégation, la discrimination, un traitement moins favorable en réalité, inégalitaire. C'est ça en fait le validisme. Et vous notez aussi, c'est quelque chose qui m'a touchée parce que je ne l'avais jamais pensé comme ça, que la société considère les femmes handicapées comme des petites filles en fait et qu'elles ont tendance à croire elles-mêmes. Comment vous l'expliquez? Comment c'est possible? Il n'y a pas de représentation, ou quasiment pas, de femmes adultes handicapées. Tout handicap confondu, d'ailleurs, il y en a très peu. Donc, on ne peut pas se projeter dans une vie de femme adulte. Et c'est volontaire puisque c'est gênant pour la société d'envisager que les petites filles handicapées vont devenir des femmes, avec toutes les questions que ça comporte en termes, une vie d'adulte, ça veut dire des questions, par exemple, concernant la maternité, la possible ou pas maternité, concernant la vie sexuelle, justement la vie sentimentale, affective, etc. Donc, voilà, c'est ce qui, je pense que tout contribue à essayer de nous convaincre qu'il faut qu'on reste au stade de l'enfance, parce que ça arrange tout le monde. Ouais. Comme ça, la société n'a pas à se remettre en question et n'a pas à se demander justement pourquoi il y a des couples qui ne sont pas envisageables à ses yeux. Alors, il y a un passage dans votre livre qui est très touchant où vous soulignez la dissociation de votre corps et de votre esprit. Vous dites qu'ils se détestent, qu'ils sont irréconciliables et ne communiquent jamais. Est-ce que c'est toujours le cas, Elisa? J'espère pas. Je pense que j'ai progressé justement grâce à tout ça. Mais je pense par contre que ça aussi, ça fait partie des injonctions faites aux femmes handicapées. En fait, on leur demande de se dissocier. On leur demande de se contenter d'être, entre guillemets, belles à l'intérieur et par contre de rejeter leur corps, de ne pas être en lien avec leur corps, en fait, parce qu'on a un corps qui va être différent de celui de la norme. Et comme le reste de la société ne l'accepte pas, il faudrait que nous non plus, on ne l'accepte pas, qu'on ne soit pas bien. Ça, c'est le propre de toutes les minorités, en fait, c'est qu'on est dans un système qui vous rejette et qui vous conduit à l'autodétestation, qui vous conduit à vouloir devenir autre, c'est-à-dire comme on vous explique qu'il faut être, comme la norme, ou alors à vouloir disparaître. Puisque vous ne pourrez pas justement devenir autre. Et c'est très grave puisque ça a conduit évidemment les gens à faire des dépressions, à être très mal et dans le pire des cas même à envisager de suicider, voire à passer à l'acte. Donc je pense que c'est important de pouvoir évoquer toutes ces questions-là, de pouvoir comprendre comment tout ça se fabrique pour qu'on puisse passer à autre chose. Et je ne vois pas pourquoi, en tant que femme handicapée, on ne pourrait pas être en paix
et être bien de façon... Parce que moi, je pense qu'on ne peut pas dissocier l'âme du corps, justement. C'est très néfaste de tenir un discours qui viserait à dissocier les deux. Le propre de la condition humaine, c'est qu'on ne peut pas dissocier les deux. Et donc, il faut pouvoir réconcilier les deux et être vraiment bien et en paix, y compris avec son corps tel qu'il est. Tous les corps sont valables. Et ça, on n'entend pas et on ne le dit pas suffisamment. Enfin, en dehors des gens qui militent spécifiquement sur ces questions-là, c'est pas ce que nous renvoie la culture populaire, c'est pas ce que nous renvoient les magazines, la télé, etc. Donc, voilà. Donc, moi, je pense que ce discours-là, il est nocif et il nous faut des récits de cette nature pour qu'on puisse être bien comme on est et ne pas s'imaginer qu'il faut changer pour avoir les mêmes droits que les autres, en fait, et pour pouvoir être bien, avoir une vie intéressante, épanouissante. C'est pour ça que votre livre est important parce que justement, il permet de sensibiliser à toutes ces questions quand on n'est pas forcément au courant et confronté à ces problématiques au quotidien. Je vois que Nathalie est revenue. J'avais encore plein de questions, mais peut-être que les auditeurs ont des questions à poser aussi. Je ne sais pas, Nathalie, si on a le temps de demander à Elisa de lire un petit passage ou pas. Si on va avoir le temps de faire la lecture parce qu'il y a énormément de commentaires. C'est assez riche, donc une rencontre passionnante. Elisa, il y a plein de messages pour vous. Je vais commencer par le premier. C'est Alicia qui dit « Bonsoir, je tiens à dire que non seulement j'ai été transcendée par le bouquin, mais j'ai aussi trouvé le courage de régler mes non-dits avec mon crush. Mille merci. » Alors là, je suis extrêmement contente, vraiment. Vous ne pouvez pas me faire plus plaisir qu'en me disant un truc comme ça, vraiment. Super, je suis ravie. Bon, Elisa, vous allez quand même prendre votre livre et vous allez prendre la page 191 parce que je crois que c'est quand même important qu'on vous entende lire votre livre. Je crois que c'est ça le passage que vous c'est avez... ça. Je trouve qu'il résume bien tout ce qu'on a dit. Alors, j'ai pas eu le temps de répéter, donc j'espère que je vais pas trop buter sur mon propre livre, ce qui serait quand même un peu dommage. Épisode 18, les bienfaits de mon autothérapie. Depuis que je fréquentais des gens que je ne connais pas, qui ne savent rien de lui, me posent des questions sur ma vie sentimentale. Je suis étonnée car on ne m'a jamais posé autant de questions à ce sujet qu'à cette période-là. En soirée, dans la rue parfois, les taxis, un peu partout où je vais, les gens veulent savoir si j'ai un copain. Certains me demandent même si je peux avoir des enfants, des relations sexuelles, si j'ai déjà couché avec quelqu'un. Devoir répondre à des questions indiscrètes et satisfaire la curiosité malsaine de parfaits inconnus, c'est ça aussi le bonheur d'être une personne handicapée. Je réponds honnêtement comme je peux. S'agissant des 2 premiers points, il semblerait que rien ne soit contre-indiqué. Un grand philosophe nommé George Michael a dit un jour « Sex is natural, sex is good ». Il est rarement déconseillé, quel que soit l'état de santé. À ceux qui, parmi les gens de mon âge, insistent, je dis même la vérité. Je suis amoureuse de quelqu'un, mais il ne m'aime pas. Et c'est une histoire assez nulle, qui ne vaut pas la peine d'être racontée. Un jour, à une fête, un mec me répond « Si ça concerne 2 personnes, ce n'est jamais nul. » J'ai retenu cette phrase qui, pour une fois, ne dénigrait pas ce que je vivais. Elle était belle, elle m'a marquée. Je trouve étrange que l'on me questionne sur ma vie sentimentale subitement, alors qu'elle n'a jamais intéressé personne auparavant. Tout d'un coup, je crois comprendre. Les gens m'interrogent car depuis quelque temps, je dégage quelque chose de différent. Je suis en train de changer. Les gens, même de parfaits inconnus, imaginent que je dois avoir un copain, puisque moi-même, je commence à l'envisager, ce qui n'était pas réellement le cas avant. Quand je leur dis que je n'ai personne dans ma vie, ils ont même l'air un peu déçus, comme si ça n'était pas aussi logique que ça, que je sois encore célibataire. Leur attitude me surprend beaucoup, parce que j'ai longtemps été persuadée que toutes les personnes valides considéraient le célibat des personnes handicapées, et surtout le mien, comme naturel et même comme une nécessité. Merci. Alors, il y a aussi un message qui est arrivé sur Facebook. Alors, je vais vous le lire parce qu'il est important. C'est Margot. Bonjour, j'ai vraiment adoré votre livre. Merci de partager votre expérience si bien mise en mots. J'ai ri, je me suis reconnue dans votre caractère de fonceuse et d'amoureuse qui ose. Et je me suis sentie tellement révoltée par les difficultés que notre société validiste vous impose. J'admire aussi votre engagement et votre combat de militante.
N'étant pas moi-même handicapée, je ne veux pas voler la parole de ceux directement concernés, mais j'espère pouvoir être une bonne alliée. Merci encore pour votre si beau livre. Je le relirai souvent dans ma vie et je pense qu'il m'accompagnera longtemps. Merci, c'est très gentil. Alors, il y a une question de Marion. Est-ce que ce livre est aussi un test pour savoir si ça passe? Oui, oui, parce que j'étais pas sûre de trouver un éditeur, mais j'avais un plan B qui d'abord, en plus c'était le plan A, ce qui est assez drôle, qui était tout simplement de le mettre sur mon blog, en feuilleton, etc. À chaque fois, de toute façon, c'est un peu un test. C'est vrai, même si évidemment il n'est plus exactement de la même nature parce qu'aujourd'hui je sais qu'il y a quand même des gens que ça va intéresser, les premières personnes concernées qui me suivent sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est pas totalement quand même la même situation qu'à l'époque, voilà, dans les années 2000 où véritablement on entendait moins ce type de discours et ce type de propos. Mais c'est vrai aussi que j'étais pas totalement convaincue que ça puisse être publié comme c'était. Et d'ailleurs, j'ai eu des retours d'autres éditeurs qui n'étaient pas intéressés, qui étaient vraiment des remarques auxquelles je m'attendais et qui, quelque part, soulignaient, moi, à mon avis, ce qui pose difficulté dans les récits qui concernent le handicap, à savoir que ça ne correspondait pas à ce qu'ils avaient l'habitude de lire sur ces sujets-là. Et du coup, voilà, il soulignait des points qui étaient des points qui étaient vraiment totalement conscients, qui étaient des choses que j'avais vraiment choisi de présenter de telle façon et pas d'une autre, parce que je considérais que c'était justement ce dont on avait besoin pour avoir des représentations plus justes de nous-mêmes. Et ça montre bien quand même les réticences et les attentes qu'il peut y avoir dans le milieu de l'édition sur ce sujet. Parce que globalement quand même, les livres édités sur le handicap, ils sont toujours sur le registre du dépassement de soi, du j'ai, voilà, et moi je voulais vraiment, vraiment pas écrire évidemment un livre de cette nature. Je voulais montrer qu'on pouvait être complexe, qu'on pouvait être dans la nuance, qu'on pouvait tout évoquer, les choses difficiles comme mélangées à des choses drôles et anecdotiques, et que c'est parfaitement possible de sortir le handicap du pathos, simplement. Il faut juste le faire. Il faut juste le faire et trouver des gens suffisamment voilà, intéressés et intelligents pour laisser de l'espace à cette complexité et à ce type de récit. Donc oui, je suis quand même d'accord sur le fait que c'était aussi une forme de test, et je suis contente de voir que ben, ça passe. Emmanuel voudrait savoir si Monsieur T a lu le livre. Ben oui. Mais c'est bizarre parce que c'est une question que tout le monde me pose. Même. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est aller de l'avant. C'est pas le passé, en fait. Le passé, c'est le passé. Si je l'ai écrit, c'est parce que j'ai suffisamment de recul sur l'histoire pour pouvoir le faire. Et ce qui m'intéresse, voilà, c'est vraiment ce qui m'attend. Et donc, je ne peux pas répondre à cette question. Voilà, c'est pas une préoccupation pour moi. S'il le fait, tant mieux. S'il le fait pas, tant pis. C'est pas du tout quelque chose voilà, qui me préoccupe, J'espère avoir été fair play. Je pense avoir été. Alors, il y a aussi des hommes qui nous regardent ce soir. Christophe voudrait savoir, est-ce que vous avez prévu une adaptation de télé ou cinéma de ce roman époustouflant? Et quels acteurs ou actrices verriez-vous? Ah bah, alors, je peux pas répondre pour le moment. Il faut voir si ça intéresse des maisons de production ou pas. Si Xavier Dolan nous regarde, qu'il n'hésite pas hein, à écrire à Hachette. Mais bah, quels acteurs bah, c'est une bonne question parce que déjà, pour incarner mon personnage, on va dire, ça fait très bizarre de dire ça, mais entre guillemets, il faudrait une actrice handicapée d'une vingtaine d'années. Et ben, malheureusement, on n'en a pas comme ça qui nous viennent à l'esprit immédiatement, parce que des acteurs handicapés, il y en a très peu qui sont, voilà, qui travaillent et qui ont de l'espace.
Et quand il y a quelques films ou quelques récits qui mettent en scène des personnes handicapées, eh bien, malheureusement, ce sont des personnes valides qui jouent des personnes handicapées, et le résultat est souvent assez catastrophique. Donc déjà, ce qui compterait à mes yeux, c'est qu'on ne tombe pas dans dans ce piège-là et qu'on ne tombe pas voilà, dans cette impasse-là, parce qu'il faut vraiment qu'on avance et qu'on puisse aussi avoir des acteurs concernés qui jouent des histoires qui nous concernent ou qui ne nous concernent pas, mais en tout cas qu'ils puissent eux aussi être présents et travailler et vivre de leur métier. Alors, il y a un message qui vient d'arriver de Mylène, je vais vous le lire. Merci pour votre livre et pour cette rencontre. Le livre a énormément résonné avec mon expérience personnelle, l'impression à maintes reprises de lire des phrases que j'aurais aimé pouvoir écrire à une époque. Cela m'aurait énormément aidé de lire ça plus tôt. Votre livre est vraiment nécessaire, en plus d'être drôle. Merci beaucoup. Alors, l'heure tourne, mais avant, j'aimerais bien que vous répondiez à ma question. Que pensez-vous des discours sur le handicap qui sont pétris de préjugés? C'est-à-dire? On a tous des préjugés sur le handicap. Genre, non, elle ne pourra jamais... Là je fais un parallèle avec votre livre. D'ailleurs, vous le dites dans votre livre qu'elle a gobé tous les préjugés sur le handicap, surtout ceux concernant le physique, la vie sentimentale, sexuelle. Un garçon comme T ne viendra jamais avec une fille comme moi. Ouais, mais du coup, votre question, c'est quoi? C'est ça, en fait. Ma question, c'est ce que vous pensez des préjugés qu'on a, nous, j'ai envie de dire, valides sur les... Je pense que compte tenu de ce qu'il y a comme production, ce serait étonnant que vous ayez une autre vision. Mais ce qui compte, c'est que justement, les personnes concernées puissent expliquer en quoi en fait, ça ne correspond pas à la réalité de ce qu'on vit. Et il faut, parce qu'il n'y a pas d'autre choix, je pense que c'est évidemment très difficile pour les gens qui ne vivent pas cette expérience de pouvoir la décrire. C'est très difficile de décrire quelque chose dont vous êtes éloigné. Donc, pour trouver un moyen d'en parler mieux, il n'y a que nous qui pouvons le faire, il n'y a que nous qui pouvons nous saisir de nos propres représentations. Et donc là, ça passe par un roman, mais ça peut évidemment passer par tout un tas d'autres productions artistiques. Et j'espère que plus le temps va avancer et plus les personnes handicapées pourront s'exprimer et dire comment elles voient les choses en se saisissant voilà, de plein de supports différents et en mettant leur talent à contribution parce qu'on n'en manque pas. Et voilà, donc je pense qu'il n'y a que de cette façon-là qu'on pourra véritablement recadrer les débats qui nous concernent, pointer les véritables enjeux, les vraies difficultés et expliquer dans quelle direction il faudrait aller si on veut véritablement être à égalité, tous. Parfait. Alors, je vais rappeler que Mister T et moi, votre livre, était disponible dans les bonnes librairies, notamment à la librairie qui était partenaire ce soir, qu'on n'a pas oublié, qui est la librairie aux lettres de Montmoulin à Nîmes. Il est sorti dans la collection Belle Étoile aux éditions Marabout. Je vais remercier chaleureusement Julie d'avoir si bien animé cette rencontre. Merci beaucoup, Elisa, d'avoir été avec nous ce soir. Lisez, c'est un livre engagé, drôle, avec beaucoup d'émotions. Il se passe plein de choses à la lecture de ce livre. Vous dire que demain, on se retrouve à 19h où nous recevons Alexia Strezi pour Bataille, paru aux éditions Stock. Elisa, je vous laisse la lourde tâche de conclure. C'est une lourde tâche en effet. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation et évidemment, je vous recommande de lire mon livre parce que je pense qu'il va vous faire rire et il va vous faire réaliser beaucoup de choses importantes et intéressantes. En tout cas, merci pour votre générosité. Bonne soirée à tous et à toutes et à demain.